Bonsoir à tous. Je suis le conteur, et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur autour du premier jour de travail. Alors avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-le en commentaire. Lorsque vous êtes prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Cela m'est arrivé lors de mon tout premier emploi, à l'âge de 21 ans. C'était officiellement mon premier jour de travail, même si j'étais déjà en période d'essai depuis un peu plus d'une semaine. Je me souviens qu'il était environ 1 heure du matin, et l'ennui était devenu ma seule compagnie. Vous voyez, ce relais particulier avait la réputation de rester ouvert toute la nuit, et on s'attendrait à y voir une âme nocturne en quête d'un encas. Mais ce soir-là, rien. Le lieu était totalement désert et plongé dans un silence presque oppressant. Sur un coup de tête, j'ai décidé qu'une petite promenade ne me ferait pas de mal. J'ai fermé les portes discrètement. J'ai accroché un petit panneau indiquant « En pause, de retour dans 15 minutes ». Et je suis parti à l'aventure, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai commencé à marcher sans destination précise, simplement pour dégourdir mes jambes et respirer un peu d'air frais. Oui, je sais, c'est un peu idiot, surtout pour un premier jour. Mais cette habitude nocturne me suivait depuis l'enfance. J'éprouvais ce besoin inexplicable de sortir marcher dans le froid de la nuit. Et même si cela ne m'avait jamais causé de problème, cela allait bientôt changer, mais pas mon mener. Devant une structure qui m'avait toujours donné une drôle d'impression, une clinique abandonnée, du genre qu'on croirait tout droit sorti d'un film à suspense. Et là, alignées impeccablement, se trouvaient 3 camionnettes sombres. Quelque chose clochait. Une sensation étrange me noua l'estomac, mais j'ai tenté de l'ignorer et j'ai poursuivi mon chemin. Cependant, la curiosité, cette vieille conseillère traîtresse, a commencé à me harceler avec insistance et je n'ai pas pu résister. Il fallait que je jette un œil de plus près. Je me suis approché prudemment de la première camionnette, dont les vitres teintées étaient si opaques qu'il était impossible de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur. Mais j'ai tendu l'oreille, et j'ai entendu une sorte de gémissement étouffé, comme si quelqu'un était piégé. Oui, c'était cette impression-là, et il ne semblait pas y avoir qu'une seule personne. Les bruits laissaient entendre qu'ils étaient plusieurs. Un mauvais pressentiment s'est insinué en moi. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne cessais de me le demander. J'ai fini par faire le tour de chacune des camionnettes, et toutes laissaient échapper les mêmes lamentations étouffées. Mon cœur s'est mis à battre avec violence, et j'ai tenté d'ouvrir une des portes. Mais à cet instant précis, j'ai entendu des pas se rapprocher. Je suis resté figé, terrifié, le corps paralysé. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'une cachette et me suis dissimulé tant bien que mal derrière un vieux banc bancal qui traînait là. C'est alors que je les ai vus. 5 ou 6 hommes sortant de la clinique abandonnée. 2 d'entre eux portaient dans leurs bras les corps d'un garçon et d'une fille, d'environ 22 ans. Mon âge à l'époque, ils étaient ligotés et immobiles. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou simplement inconscients. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, mais ce que je savais, c'est que ce n'était rien de bon. À ce moment-là, je priais Dieu pour qu'il s'en aille rapidement, afin de pouvoir sortir de ma cachette et courir jusqu'au relais. Mais j'ai senti mon sang se glacer quand l'un d'eux a regardé directement dans ma direction et s'est mis à marcher vers moi. J'ai cru qu'il m'avait vu. Heureusement, un autre homme l'a appelé, et il s'est détourné. C'était ma chance. Dès que je les ai vus s'éloigner, je me suis mis à courir comme une âme en peine vers le restaurant. J'ai atteint la porte presque à bout de souffle, et au moment même où j'allais entrer, un homme en sortait. En me voyant, son visage s'est transformé en un masque de terreur pure. Il est devenu plus pâle qu'un drap, et s'est mis à courir en hurlant, comme s'il avait vu un fantôme. À ce moment-là, j'étais moi-même tellement terrifié parce que j'avais vu que je n'ai presque pas réagi à son comportement étrange. Je suis simplement entré et me suis réfugié derrière le comptoir, tremblant comme une feuille, essayant de digérer la scène macabre à laquelle je venais d'assister. Alors que mon esprit tournait en boucle, j'ai vu passer ces 3 camionnettes devant le restaurant. Je me suis rendu compte qu'un liquide sombre s'écoulait de l'une d'elles, traçant une ligne sur l'asphalte. Soudain, les portes de cette même camionnette,
se sont ouvertes violemment et quelque chose a été jeté sur la route. J'ai hésité un instant. La peur me paralysait. Mais la curiosité, ou peut-être un besoin morbide de comprendre, a été plus forte. Alors je suis sorti de derrière le comptoir, puis du restaurant. Je sais ce que vous pensez, que j'étais complètement inconscient, et vous avez parfaitement raison. Mais il fallait que je sache ce que c'était, même si j'étais persuadé que c'était quelque chose d'horrible. En m'approchant, j'ai vu que la route était tachée de sang, là où les camionnettes étaient passées, ainsi que l'objet qu'elles avaient jeté. Mon Dieu, c'était une main humaine. À cet instant, j'ai eu le vertige et l'estomac retourné. Mon visage devait être aussi pâle que du papier, surtout en réalisant que cette main était si fraîche qu'elle saignait encore. Mais je n'ai pas eu le temps de digérer quoi que ce soit, car à ce moment précis, j'ai entendu un vacarme terrible, un choc violent venant de la direction qu'ils avaient prise. Le cœur serré, j'ai avancé avec la plus grande prudence. Et là, la scène m'est apparue. L'une des camionnettes s'était écrasée contre un immense camion de transport, précisément celle d'où avait été lancée la main. Mais il n'y avait aucune trace des deux autres. J'ai supposé qu'elles avaient pris la fuite. Je me suis approché des débris, les jambes tremblantes. L'une des portières était ouverte. Alors j'ai regardé à l'intérieur. Ce que j'y ai vu est quelque chose que je préférerais ne jamais avoir vu. Le conducteur était écrasé contre le volant déformé et d'autres personnes étaient mortes à l'avant. Mais l'horreur véritable se trouvait à l'arrière. Là, il y avait deux corps, ou du moins ce qu'il en restait. Ils étaient en morceaux, mais pas à cause de l'accident. Ils avaient été partiellement mutilés, avec des entailles nettes, clairement infligées par quelque chose de tranchant. Une machette ou un sabre, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'était trop. Mon estomac n'a pas tenu, et j'ai commencé à vomir de nervosité. Je me suis éloigné de là, horrifié, vomissant à plusieurs reprises en chemin, les mains tremblantes à tel point que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai appelé le 911 et j'ai raconté tout ce que j'avais vu. Après avoir raccroché, mes jambes ne me répondaient plus. Elles étaient engourdies par la peur et la nausée. Je me suis laissé tomber au sol. J'ai enfoui mon visage entre mes genoux et j'ai commencé à pleurer en attendant la police. Je ne sais pas combien de temps après, j'ai senti une main sur ma tête et j'ai levé les yeux, sursauté. C'était un officier. Mais au lieu de compassion, son visage exprimait de l'agacement. Il m'a demandé où étaient le camion et la camionnette. « Lequel accident ? Il n'y a rien ici, » m'a-t-il dit. Je l'ai regardé comme s'il était fou. Puis je me suis retourné immédiatement vers l'endroit où tout s'était produit. Mais il n'y avait absolument rien. La route était complètement vide et paisible. Là, j'ai paniqué à nouveau et je leur ai raconté toute l'histoire en rafale, depuis la clinique abandonnée jusqu'à l'accident. Sa réponse m'a glacé le sang. « Vous n'auriez pas lu l'histoire de l'accident qui a eu lieu ici il y a environ 3 ans ?» m'a demandé l'un d'eux, pendant que je m'obstinais à leur montrer la main et le sang près du restaurant. Mais il s'est tourné vers son collègue et a dit « C'est le 4e signalement, identique ce semestre. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Ils ne lisent pas les anciennes nouvelles ?» Puis ils sont partis, me laissant là, figé et abasourdi. Je suis retourné en courant vers le restaurant, mais en regardant la route. Rien, pas une goutte de sang. Aucun signe de la main, rien. Je suis rentré avec l'esprit en vrac. Je ne cessais de repenser à toutes les choses étranges qui m'étaient arrivées cette nuit-là. Je commençais à croire que je devenais fou. Et si c'était ainsi que se passait ma première nuit de travail, je n'avais aucune envie de découvrir comment seraient les suivantes. Le lendemain, je n'en pouvais plus. J'ai démissionné et j'ai commencé à interroger les gens du coin à propos d'un accident similaire. Et oui, il y en avait eu un. Il y a environ 3 ans, des ravisseurs ayant fait des choses atroces à Troyes. Jeunes gens sont morts dans un carambolage, dans des circonstances si étranges que les habitants disaient que c'était comme un châtiment divin. Après cela, travailler là-bas est devenu très éprouvant pour moi. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur l'homme qui s'était effrayé en me voyant cette fameuse nuit. Il est redevenu pâle et nerveux. Il m'a regardé d'une façon très étrange. Je suis entré apeuré et curieux, et il s'est approché.
L'homme m'a décrit une personne et m'a demandé si elle travaillait au restaurant. Je lui ai dit que non, que je ne l'avais jamais vue. Et son visage est devenu encore plus pâle, comme si ma réponse avait confirmé ses pires craintes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à relier les points. J'avais entendu des rumeurs de choses étranges qui se passaient dans les environs, mais je ne leur avais jamais prêté attention. Pourtant, après ça, je ne pouvais plus les ignorer. Le jour suivant, j'ai fait mes valises. J'ai quitté le village et je suis retourné dans ma ville natale. Et je vous jure que je n'ai jamais remis les pieds dans cet endroit maudit. Je me souviens encore de mon premier jour au centre gériatrique Colinas del Oeste, comme si cela venait tout juste d'arriver. J'ai conduit en montant la montagne avec ma vieille voiture peinant dans la côte, et je suis arrivé juste au moment où le soleil commençait à poindre, vers 7h moins le quart du matin, teintant le ciel de couleurs douces. Le bâtiment en lui-même avait une allure ancienne et plutôt imposante. On aurait dit que ses murs avaient été témoins d'innombrables vies et souffrances. L'infirmière responsable, une femme à l'allure efficace et au regard perçant, m'a souhaité la bienvenue et a commencé la visite des lieux, m'expliquant mes tâches avec un calme qui, rétrospectivement, contrastait fortement avec ce que j'allais vivre. Nous parcourions les couloirs, me familiarisant avec les différentes ailes du centre, lorsqu'un aide-soignant, un jeune homme qui semblait mort de peur, est arrivé en courant vers nous. Essoufflé, entre deux allaitements, il a réussi à bredouiller qu'une résidente avait eu un épisode d'incontinence et qu'elle avait besoin d'aide en urgence. L'infirmière responsable lui a demandé son nom et, dès que le garçon a prononcé « Eleonora », j'ai vu la mâchoire de ma supérieure se crisper et, l'espace d'un instant, son regard s'assombrir. Elle a poussé un soupir et ils se sont aussitôt lancés dans une brève discussion sur qui allait s'en occuper, car la personne assignée à Eleonora était en congé. C'est là que j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, premier jour, moment de se démarquer. Alors je me suis porté volontaire. « Tu es sûre, Laura ?» m'a demandé l'infirmière, responsable avec un ton que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là. Moi, pleine de la confiance que donne la théorie fraîchement apprise, j'ai ri comme si c'était la question la plus absurde du monde. Bien sûr que j'étais sûr. On m'avait formé pour cela, pour m'occuper de patients âgés aux besoins divers. L'infirmière a hoché la tête et d'un geste a indiqué au jeune aide-soignant de m'emmener auprès de la résidente, afin que je puisse la laver et la changer. Mais alors que j'étais sur le point de le suivre, elle m'a rappelé. Fais très attention, d'accord? Cet avertissement m'a un peu plus atteinte. À quel point cette patiente pouvait-elle être difficile? Pourquoi semblaient-ils tous si prudents avec elle? En chemin vers la chambre, j'ai interrogé l'aide-soignant sur elle, en essayant d'avoir l'air détaché, comme si c'était une simple curiosité. Alors il m'a dit qu'elle était particulière. En général, c'était une femme renfermée, mais parfois sans prévenir. Elle pouvait devenir agressive. C'est pour cela qu'on la gardait presque toujours attachée. Elle en a beaucoup bavé, la pauvre, ajouta-t-il avec un soupir. Son mari était un bourreau, un vrai monstre, qui l'a torturée pendant des années. Un jour, il est rentré ivre et l'a sauvagement battue. Ensuite, il s'est donné la mort. Si tu veux mon avis, elle est bien mieux ici que là-bas avec lui. Cela m'a fendu le cœur et m'a préparé à quelque chose de plus qu'une simple tâche d'hygiène. Un instant plus tard, nous sommes arrivés devant une petite chambre austère, presque au bout d'un long couloir. À l'intérieur, un lit recouvert de draps blancs, taché d'urine et d'excréments. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur était vraiment répugnante. Un mélange âcre d'urine, de sel et de sueur qui semblait vous frapper au visage. J'ai couvert mon nez par réflexe, en murmurant quelque chose sur l'intensité de la puanteur. Sur le lit, elle était là, Eleonora, une femme menue, fragile, les poignets attachés. Ses cheveux étaient longs et gris, et elle avait une expression totalement vide, et comme s'il n'y avait plus rien en elle. Ses yeux grands ouverts me rappelaient ceux d'une chouette. « Eleonora, voici Laura, » dit l'aide-soignant. « Elle va t'aider. D'accord? Promets-moi que tu vas coopérer. » Eleonora acquiesça légèrement, puis son regard se posa sur moi. Elle ne dit rien, ne cligna même pas des yeux. C'était troublant. L'aide-soignant apporta un fauteuil roulant.
J'y posai une serviette propre. Et ensemble, nous l'aidâmes à se lever et à s'asseoir. On me donna des instructions claires. Je ne pouvais détacher ces liens que pendant la douche. Et pas une seconde de plus. Dès la fin, il fallait les remettre. J'avais déjà eu affaire à des patients agités. Mais Éléonora ne ressemblait pas à cela. Au contraire, elle paraissait si fragile et inoffensive que, l'espace d'un instant, je trouvais cruel qu'on la maintienne ainsi. De plus, j'étais une femme grande et solide, alors je ne m'inquiétais pas trop. Je vis l'aide-soignant s'éloigner, tandis que je restais seul avec elle. Une fois qu'il fut parti, je baissai les yeux et me retrouvai face au regard fixe d'Éléonora, planté dans le mien. Elle me regardait avec une intensité étrange. Je lui souris, un peu nerveuse, et je l'emmenai dans la salle de bain. J'ouvris l'eau tiède. Il était environ 7h15, et je commençai à lui rincer doucement les bras. « Tu te sentiras bien mieux après ça, Éléonora. Tu seras propre et fraîche, tu verras ?» lui dis-je en essayant d'adopter un ton rassurant. Mais je n'eus en retour qu'un silence. Ses yeux restaient grands ouverts, mais vides, comme s'ils regardaient à travers moi, vers une obscurité insondable. Je m'agenouillai pour lui laver une jambe. Et c'est alors qu'elle murmura quelque chose. « Moi, il est encore dans le mur, » dit-elle. Je relevai la tête, confuse. « Ah, qu'as-tu dit ?» lui demandai-je. Et alors elle inclina la tête d'une manière étrange, presque inhumaine, et avec ses cheveux mouillés collés au visage, elle avait l'air terrifiante. « Tu m'as aidé à lui trancher la gorge d'un seul coup, non ?» murmura-t-elle ensuite, et sa voix n'était plus celle d'une vieille femme fragile. « Tu sais comment saigne une personne quand on lui tranche les artères ?» J'ai reculé d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Éléonora, tu vas bien ?» ai-je réussi à balbutier. Elle a souri en clignant des yeux comme une marionnette. Mais ce n'était pas un sourire bienveillant, c'était un rictus sinistre. « Si je l'avais avec moi, je vous aurais tous éventrés, » a-t-elle ajouté. C'est alors que les lumières au plafond se sont mises à clignoter, et j'ai eu le souffle coupé. La salle de bain n'avait pas de fenêtre, seulement ce néon au-dessus de nous. « Je crois qu'on a terminé. » Mais je murmurai en retenant ma respiration, tentant de dissimuler le tremblement dans ma voix. Mais soudain, elle s'est mise à hurler comme une possédée, se tordant sur la chaise qu'elle faisait, violemment basculer, avec une force incroyable. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'était plus la vieille femme fragile et inoffensive que j'avais imaginée. Elle était devenue une créature furieuse et démente, et elle faisait réellement peur. Ses cris étaient si glaçants que je suis resté paralysé, incapable de bouger. Je ne savais pas quoi faire. Tout à coup, l'aide-soignant est entré en trombe, alerté par le vacarme, mais les quelques minutes qui ont précédé, son arrivée m'ont paru interminables. Ils ont dû la sédater et la ramener dans sa chambre. Moi, j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Jamais je n'aurais imaginé qu'Éléonora puisse réagir avec une telle violence, aussi sinistrement. J'avais honte de ne pas avoir été plus prudente. Mais plus tard, l'aide-soignant a tenté de me rassurer. « Parfois, les résidents font des crises comme ça, » m'a-t-il dit. Mais quand je lui ai raconté ce qu'Éléonora avait dit, dans la salle de bain avant de perdre les pédales, à propos de trancher la gorge et du fait que c'est encore dans le mur, il est devenu pâle comme un mort et est resté figé, les yeux écarquillés. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, et c'est là qu'il me l'a dit. L'arme avec laquelle Éléonora avait tué son mari n'a jamais été retrouvée. Mais à cause de la coupure nette et profonde, la police a toujours suspecté un objet très tranchant. Peut-être un cutter industriel ou un scalpel. Cela fait maintenant quelques années que je travaille toujours à Colinas del Oeste. Mais je vous jure que depuis ce jour-là, je ne dors plus comme avant. Une partie de moi ne peut s'empêcher de se demander si cette arme, cet objet est toujours là quelque part, caché dans les murs anciens de cet établissement. Parce qu'au fond de mon cœur, je ne crois pas qu'Éléonora ait menti. Et vous, qu'en pensez-vous? Bonjour à tous. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu lors du pire premier jour de travail de toute ma vie. Une expérience que j'ai surnommée, dans mon fort intérieur, la bienvenue sinistre. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ce n'était pas le travail de mes rêves. Loin de là, mais c'était un poste stable, un salaire correct, et à ce moment-là de ma vie, j'en avais urgemment besoin.
L'entreprise se trouvait dans un immeuble de bureaux récemment rénové, de ceux qui ont des baies vitrées du sol au plafond et un design ouvert. Lumineux, agréable au premier regard. Je suis arrivé en avance, vers 9 heures moins le quart du matin, en bon débutant impatient d'impressionner. J'ai rencontré d'abord ma supérieure, Stacy, une femme aimable et très professionnelle, qui m'a fait faire un petit tour des lieux. Tout semblait parfait, propre, organisé et rempli de gens occupés. Je ressentais cette petite bulle d'excitation qu'un nouveau départ peut provoquer, alors que je m'installais à mon poste. Mais il y avait quelque chose qui me troublait. Une pièce au fond du couloir. Elle était petite, sans fenêtre, cachée derrière une porte métallique. Chaque fois que je passais devant, je ne pouvais m'empêcher d'y jeter un œil, mais elle était vide, sans décoration, sans plantes, juste un espace nu et austère, en décalage total avec le reste de l'endroit. Mes collègues semblaient l'ignorer complètement, comme si elle était invisible. Mais moi, cette pièce, elle me mettait mal à l'aise, d'une manière que je n'arrivais pas à expliquer. Dans l'après-midi, une fois un peu plus installé, j'ai commencé à faire la connaissance du reste du personnel. Tous très aimables, oui, mais je sentais une tension particulière dans l'air. Les conversations s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce, et les gens échangeaient des regards furtifs. Rien de flagrant, seulement de petits détails, mais suffisants pour me faire sentir un peu mal à l'aise. Vers 15h15, je ressentis le besoin de prendre un café. Alors je me levai, et en passant dans le couloir de la fameuse porte métallique, je vis Stacy en train de parler avec un homme que je ne connaissais pas. Grand, cheveux châtains, costume soigné, peut-être même trop formel pour un bureau. Je n'y prêtais pas trop attention, mais en passant, je surpris quelques mots. « M'attendis... C'est presque le moment, non ?» dit Stacy à voix basse, presque anxieuse. La voix de l'homme, que je n'entendis pas très bien, était calme mais distante. « Ça le sera. Assure-toi juste qu'il ne se rende compte de rien. » Je ne compris rien, mais je ne voulais pas avoir l'air indiscret. Alors, je continuai mon chemin vers la cuisine. Le reste de la journée fut un va-et-vient de visages nouveaux et de tâches. Mais à 17h30, alors que je commençais à ranger mes affaires pour partir, je ne m'attendais à rien d'étrange. Et pourtant, je la vis, la porte encore une fois. Sauf que cette fois, elle était entr'ouverte, et une lumière tamisée, vacillante, en sortait, comme si la pièce respirait. La curiosité l'emporta, je dois l'admettre. Je savais que quelque chose n'allait pas, que cette pièce cachait bien plus qu'elle ne laissait paraître. Je m'approchai, le cœur battant à 1000, et poussai la porte un peu plus. À l'intérieur, elle était vide comme toujours. À ceci près qu'au centre, il y avait une chaise. Et assis sur cette chaise, une silhouette. C'était un homme, le visage dans l'ombre, le corps figé, immobile. Il ne me regardait pas, mais je sentais sa présence. L'air était dense, presque oppressant. Je restais pétrifié. Il y avait quelque chose d'inhumain dans cette immobilité, dans sa manière d'être là, sans vraiment être là. Soudain, un frisson me parcourut l'échine, et je reculai instinctivement, comme si une part de moi savait que je n'aurais jamais dû entrer ici. Mais en reculant, je marchais sur une tasse à café vide posée au sol, et le bruit brisa le silence. Alors, la tête de l'homme se tourna vers moi d'un mouvement d'une rapidité inhumaine. Ses yeux étaient grands ouverts, mais entièrement noirs, vides, comme s'ils absorbaient la lumière. Je sursautai, le cœur au bord de l'explosion. Il ne bougea pas, mais je sentais son regard me transpercer, comme s'il lisait mon âme. Soudain, une voix derrière moi dit « Tu vas bien, Daniel ?» C'était Stacy. Elle s'était approchée sans faire le moindre bruit, et j'ai bien failli faire une crise cardiaque. Je me retournai, espérant une explication, mais son visage ne fit qu'accentuer ma confusion. Elle ne me regardait pas, elle fixait la pièce, pâle comme un linge. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Elle semblait en transe devant l'homme assis, qui ne bougeait toujours pas. Sans dire un mot de plus, Stacy m'attrapa par le bras et m'arracha à cette pièce. « Il faut qu'on parte tout de suite », me dit-elle précipitamment. Je n'ai pas protesté une seule seconde. Tout en moi criait que quitter. Cet endroit était la seule chose raisonnable à faire. Alors que nous nous éloignions, je jetai un dernier regard en arrière. L'homme inclina la tête, et ses yeux noirs étaient encore fixés sur moi.
inlassablement fixé. Le trajet jusqu'à la porte principale me parut interminable. Stacy ne dit rien, et je ne posais pas de questions. Dans l'ascenseur, elle se plaça devant moi, me cachant la vue du couloir. « Je t'expliquerai plus tard », murmura-t-elle. Le trajet fut le plus long de ma vie. Nous ne parlions pas. Moi, je n'arrêtais pas de ruminer. L'image de cet homme aux yeux noirs s'était gravée en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose de sérieux là-dessous, et que Stacy me cachait des choses. Je ne suis jamais retourné dans cette pièce. Stacy s'est assuré que je reste à l'écart. Mais chaque fois que je passais devant ce couloir, je sentais un regard peser sur moi depuis l'intérieur de cette porte. L'homme sur la chaise, qui qu'il soit, était toujours là, à attendre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ni pourquoi il était là. Mais une chose est sûre. Mon premier jour à ce travail fut le début d'un cauchemar dont je ne me suis jamais vraiment réveillé. Et dire que mon tout premier jour comme agent de sécurité à l'hôtel El Esplendor, un autre emploi que j'ai eu, avait aussi son lot d'étrangeté. Mais ça, c'est une autre histoire. Si quelqu'un m'avait dit que mon premier jour comme vigile dans le luxueux hôtel El Soberano allait se terminer comme il l'a fait, je lui aurais probablement ri au nez. J'avais déjà quelques années d'expérience en tant qu'agent de sécurité à temps partiel. Mais là, c'était un tout autre niveau. Un hôtel 5 étoiles, de ceux qui ont la réputation d'être plus sûrs qu'un coffre-fort. Quand je suis arrivé, vers 21h45, tout brillait de propreté. Les sols en marbre luisaient, la réception était impeccable. Jimena, la directrice, une femme très professionnelle, m'a fait faire une visite rapide en me montrant les points clés. Cela semblait être une mission simple. Et je pensais que je m'adapterais sans souci. Mais bien sûr, la vie aime toujours nous réserver des surprises, n'est-ce pas? Quelques heures après le début de mon service, aux alentours d'1h15 du matin, les choses ont commencé à mal tourner. Jimena m'a appelé au poste de sécurité. J'ai remarqué qu'elle était visiblement bouleversée, rien à voir avec son attitude habituellement calme et professionnelle. « Marty, j'ai besoin que tu remplaces Roberto cette nuit », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Il devait prendre le relais à 3h, mais on n'arrive pas à le joindre. On pense qu'il a peut-être eu un problème de transport, mais il ne répond pas. J'ai trouvé cela étrange, car Roberto était un vétéran et tout le monde disait du bien de lui. Mais Jimena a insisté, même si j'étais déjà en service depuis le début de la soirée. « Assure-toi juste de bien surveiller les lieux », m'a-t-elle dit. Roberto s'occupe des étages supérieurs. « Alors si tu vois quelque chose d'anormal, préviens-moi immédiatement. » J'ai accepté, pensant que ce ne serait qu'un petit contretemps. Mais au fil des heures, alors que je patrouillais dans les couloirs déserts, un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. L'hôtel, si animé en journée, devenait oppressant dans son silence nocturne. On n'entendait que quelques craquements du bâtiment et le bourdonnement du système de ventilation. Vers 3h30 du matin, j'ai décidé de monter au dernier étage, comme l'aurait fait Roberto. Là se trouvaient les suites les plus luxueuses et, quelques réserves hautement sécurisées, des zones normalement interdites d'accès. En chemin vers l'ascenseur, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence derrière moi, mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue et de la solitude. Une fois arrivé en haut, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les couloirs étaient sombres, à peine éclairés par quelques lumières clignotantes. En m'approchant d'une des portes de stockage, j'ai vu qu'elle était entr'ouverte. Étrange, car à cette heure-là, elle aurait dû être verrouillée à double tour. J'ai poussé doucement la porte et suis entré. La première chose que j'ai remarquée, c'est le froid glacial, bien plus intense que dans le reste de l'hôtel. Il y avait des caisses empilées en désordre et une odeur d'humidité étouffante. J'ai avancé de quelques pas pour y voir plus clair. Et là, je suis resté figé. Dans un coin, au sol, il y avait la veste de l'uniforme de Roberto, avec son insigne et sa carte d'accès posée juste à côté. Mais de Roberto, aucune trace. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai fouillé la pièce en vitesse, pensant qu'il se cachait peut-être, me faisant une blague de bizutage. Mais en pointant ma lampe torche vers le fond, j'ai vu quelque chose sur le sol. C'était humide, et il y avait des marques étranges, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Ces traces menaient vers le coin le plus reculé. Je les ai suivies, le cœur battant à tout rompre,
jusqu'à une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant, petite et sans aucune inscription. Dans le coin arrière, elle était entr'ouverte. J'ai hésité un instant, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir, complètement. La pièce à l'intérieur était d'un silence de tombe. J'ai balayé l'obscurité avec ma lampe torche, et ce que j'ai vu m'a presque fait tomber à la renverse. Au centre, allongé sur le sol, se trouvait Roberto. Son corps était tordu d'une manière impossible. Contre nature, face contre terre, les bras étendus dans une position étrange. Il n'y avait pas de sang, mais il était aussi pâle qu'un cadavre. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une expression de terreur absolue. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait. J'étais paralysé par le choc. Je tentais de comprendre ce qui avait pu se passer, car il était impensable que Roberto ait fini comme ça de son propre chef. Et le pire, il n'était pas seul dans la pièce. Derrière son corps, dans la pénombre, il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui me guettait. À peine une silhouette, juste au-delà du faisceau de ma lampe, trop immobile pour être humaine, mais sa présence était lourde et menaçante. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, et je ne sais pas comment je n'ai pas perdu connaissance sur place. J'ai reculé de quelques pas, les jambes tremblantes. Soudain, les lumières ont clignoté, et j'ai entendu des pas derrière moi, légers mais délibérés. Je me suis retourné brusquement par réflexe, mais rien, le couloir était vide. Pourtant, les pas continuaient. Mon instinct me hurlait de fuir, mais je savais que courir ne ferait qu'empirer les choses. Finalement, ça n'a pas eu d'importance. J'ai couru jusqu'au poste de sécurité, terrifié. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Roberto, ni ce que j'avais vu. Mais je devais fuir cet endroit, et c'était tout ce qui comptait à ce moment-là. J'avais cette horrible impression qu'il y avait quelque chose de très sombre, tapis dans les murs de cet hôtel. Quelque chose que personne ne devait jamais découvrir. J'ai raconté à Jimena ce que j'avais découvert, mais à ma grande surprise, elle s'est contentée de me regarder avec une expression indéchiffrable. Elle ne semblait pas aussi choquée que je l'aurais cru. « On s'occupe de ça à partir d'ici, Martine, » dit-elle, comme si c'était une situation banale. Le reste de la nuit fut un véritable cauchemar. J'ai terminé mon service. Mais l'image de Roberto et cette sensation de terreur ne m'ont pas quitté. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, et personne n'en a reparlé. Lorsque je suis revenu pour mon tour suivant, quelques semaines plus tard, tout semblait normal. Mais chaque fois que je passais devant le poste de sécurité, ou près des réserves du dernier étage, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'on m'observait derrière les portes closes. Il y a un secret à l'hôtel El Soberano, un secret dont personne ne veut parler, et je crois que je n'aurais jamais dû le découvrir. J'avais environ 20 ans, cet âge un peu flou, vous voyez. J'étais censé aller à la fac. J'avais une belle opportunité, mais tout a déraillé quelques mois plus tard. Et on m'a plus ou moins suggéré de ne pas revenir. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais je me suis retrouvé dans une sorte de limbo, vivant chez mes parents et travaillant la plupart du temps dans un Burger Express. J'étais franchement déçu de moi-même, pour être honnête, car je ne pouvais blâmer personne d'autre que moi. J'étais le cliché ambulant du gars, qui abandonne les études et finit par servir de la malbouffe. Mais voilà, en bossant là-bas, il m'est arrivé 2 ou 3 trucs qui sortent de l'ordinaire. Des trucs qui vous laissent songeur. La première histoire concerne un client, un type plutôt étrange. Un vieux monsieur qui incarnait le parfait original du quartier, si vous voyez le genre. Il portait toujours un imperméable usé, un t-shirt blanc taché en dessous et des baskets complètement délabrées, comme s'il avait marché dans toutes les flaques du monde sans jamais croiser un chiffon. Il laissait une traînée de saleté derrière lui. Je ne sais pas où il vivait, mais il venait au Burger Express 4 ou 5 fois par jour. Tous les jours où j'ai travaillé là-bas, il était là. Il ne m'a jamais causé de problème. Ce n'était pas du genre à faire des esclandres. Sa seule particularité, c'était de demander beaucoup de sauce. Vraiment beaucoup. Mais bon, rien d'alarmant. Ce qui rend cette histoire curieuse, c'est qu'on parlait souvent de lui avec mes collègues. J'avais une collègue avec qui je m'entendais très bien, et on rigolait en parlant du papy à l'impair, qui semblait vivre au Burger Express. Vous savez, quand on bosse dans la restauration, on voit passer tellement de visages qu'on ne les remarque même plus.
Mais un type aussi singulier, ça met un peu d'ambiance, aussi bizarre que ça puisse paraître. On se moquait gentiment de lui, je ne vais pas le nier. Mais un jour, les blagues se sont arrêtées. Il a cessé de venir. Juste comme ça, du jour au lendemain, personne ne savait pourquoi. Quand on est habitué à voir quelqu'un plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des mois, c'est bizarre qu'il disparaisse. Ça nous a laissés perplexes. J'en ai parlé avec ma collègue. Aucun de nous ne comprenait ce qui avait pu se passer. Cette nuit-là, il devait être 2h15 du matin, elle m'a appelé. Elle est du genre à rester réveillée tard. Et apparemment, sa curiosité a pris le dessus. Elle a fouillé sur Internet. Et elle l'a trouvé. Il avait été arrêté pour plusieurs infractions liées à des stupéfiants. Elle a retrouvé sa photo sur la base de données de la police locale. Et sur le cliché, il portait le même imperméable que d'habitude. C'était un choc. Réaliser que ce type qu'on voyait tous les jours, à qui on adressait quelques mots, était en réalité un criminel. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. L'autre expérience que j'ai eue dans ce Burger Express était bien pire. Je ne vais pas vous mentir, elle m'a fichu une peur bleue, au point de me faire repenser bien des choses sur les gens. Voilà comment ça s'est passé. J'étais de service de nuit, il devait être 1h20 du matin, et il n'y avait pas âme qui vive dans le restaurant. Tout était déjà nettoyé, et il ne restait pas grand-chose à faire. C'était une petite ville, et à cette heure-là, il ne venait presque plus personne. De temps en temps, un client tardif, mais cette nuit-là, c'était particulièrement calme. Il m'est venu à l'idée d'aller vérifier les poubelles de la salle. Il y en avait une, un peu cachée derrière une banquette, qu'on oubliait parfois de vider. J'y suis allé et j'ai trouvé 2 sacs poubelles bien pleins. Ils étaient trop lourds pour les porter en une seule fois, alors j'ai fait ce qui me semblait logique, un à la fois. J'ai pris le premier sac, je suis sorti, je l'ai jeté dans le conteneur extérieur. En le lançant, j'ai eu un petit faux mouvement dans le dos, parce que j'y avais mis un peu trop d'élan. Vous voyez le genre. Je suis rentré chercher le second sac. En ressortant, j'étais à environ 3 mètres du conteneur quand j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai lâché le sac sur le champ. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. À côté du conteneur, il y avait un petit animal. Il avait été mutilé. Il avait la tête horriblement blessée. Je ne savais pas s'il était mort ou vivant, il ne bougeait pas. Je me suis approché un peu et mon estomac s'est retourné. C'était la chose la plus atroce que j'ai jamais vue. Il était mort, sans aucun doute. C'était une image épouvantable. Je suis rentré en courant et j'ai tout raconté à mes collègues. On a décidé d'appeler les autorités, mais ça n'a servi à rien. On était terrifiés, se demandant qui pouvait avoir fait une chose pareille et pourquoi il l'avait laissé là. Ce qui me donne encore des frissons, c'est de penser que la personne qui a fait ça devait m'avoir observé. Il a dû attendre que je retourne à l'intérieur, et dans ces quelques secondes, avant que je ressorte, il a déposé l'animal juste là, à côté du conteneur. Je ne vois pas d'autre explication. Notre Burger Express n'avait pas de caméra à l'extérieur, seulement au drive, donc aucune chance d'identifier le coupable. Et même aujourd'hui, j'ai un profond dégoût en pensant au genre de personne capable d'un acte pareil. J'ai décidé qu'il était temps de partir, de quitter ma ville natale et de me débrouiller ailleurs. Nouveau travail, nouvelle ville, nouveau départ. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 32e étage et que j'ai mis un pied dans le bureau, j'ai su, avec une certitude glaciale, que je venais de faire une erreur monumentale. La première chose que j'ai vue, c'était elle, assise à l'accueil, en train de taper sur son clavier avec ses ongles couleur carmin, comme si elle m'attendait. Veronica Mendieta. Nos regards se sont croisés et elle a souri. Ce même sourire lent, perfide, et qu'elle m'avait adressé la nuit où je lui avais annoncé que c'était fini entre nous, juste avant qu'elle saisisse un coupe-papier et me murmure que l'un de nous deux allait saigner ce soir-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? N'ai-je réussi à balbutier, la gorge nouée. Elle a penché la tête avec un air presque innocent et a ri. Je travaille ici, naïf. Tu ne trouves pas ça incroyablement coïncident? Une coïncidence très malheureuse, ai-je pensé intérieurement. Je me suis forcé à passer devant elle, ignorant l'oppression dans ma poitrine. Allez, du calme.
Des gens travaillent avec leurs ex, même ceux qui sont un peu instables, non? Je me répétais ça intérieurement pour garder mon calme, même si je savais que je n'avais aucune raison valable d'être optimiste. À mon arrivée à mon bureau, une pile de dossiers et un paquet de notes m'attendaient déjà. Compte important à traiter pour la fin de la journée. Interdiction de te planter, il disait une note en majuscule. Alors je me suis plongé dans le travail, essayant d'oublier qu'elle était là, à m'observer. Il devait être environ 11h15 quand je me suis levé pour un café. 10 petites minutes, pas plus. À mon retour, surprise, tous les fichiers de mon ordinateur étaient inaccessibles. J'ai fixé l'écran, pensant rêver. Mais non, j'ai redémarré le système. Tenté toutes les solutions possibles. Rien. Vers midi, les téléphones explosaient. Des clients furieux et la voix de Gonzalo. Mon patron, au téléphone, chargé d'une colère froide. Dans mon bureau, Ramirez, toutes les employés du service avaient reçu des mails au contenu inapproprié. Depuis mon adresse. « Monsieur Ramirez », me dit-il en jetant des impressions sur le bureau. « Moi, je n'ai rien écrit de tout ça. » Ben, je suppliais. « C'est Véronica, mon ex, » lui ai-je expliqué. Mais Gonzalo était hors de lui. « Vous êtes là depuis 6 heures et vous ne causez que des problèmes. Réglez ce désastre avant de partir. Je me fiche que vous deviez rester toute la nuit. » En sortant de son bureau, j'aurais juré entendre un petit rire étouffé venant de la réception. Le moral en lambeaux, je me suis remis au travail, tentant de faire comme si tout n'était pas déjà irrémédiablement foutu. À 19h30, les bureaux étaient déserts, juste moi, la lueur froide de l'écran et ce silence pesant où chaque frappe sur le clavier résonne comme un coup de feu. J'étais en train de vérifier les paramètres de la messagerie quand les lumières ont vacillé, puis noir complet. Pas seulement mon bureau, tout l'étage. Même les lumières de secours s'étaient éteintes. Puis j'ai aperçu une faible lueur dans un coin. Je suis resté figé. C'était une lampe torche, pas la mienne. Et là, sur une paroi vitrée, écrit avec quelque chose de rouge et humide, il y avait une phrase, une question que Véronica m'avait posée 1000 fois. « Tu promets que tu m'aimes, Carino ?» Je suis resté sans souffle. Mon cœur battait si fort qu'il menaçait de m'éclater la poitrine. Je ne pouvais pas y croire. Elle avait été là. Elle m'avait attendu. J'ai saisi mon sac sans réfléchir et j'ai couru vers les ascenseurs. Hors service. J'ai fait volte-face et couru vers la cage d'escalier. Fermée, toutes les sorties verrouillées. J'étais désespéré, ne sachant que faire. Quand j'ai entendu sa voix, douce comme une berceuse, venant de l'obscurité. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu avais dit qu'on serait ensemble pour toujours. Tu es un menteur, Adrian. » Je me suis caché derrière des armoires à dossiers, tentant de calmer ma respiration. C'est là que ma main a buté sur un objet, une perforatrice. Ce n'était pas une arme, mais c'était tout ce que j'avais. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique? J'étais proche. C'est moi qui t'ai décroché cet emploi, Adrian. J'ai vu ton CV et j'ai dit au directeur à quel point tu étais compétent. J'ai choisi ce bureau pour nous. À cet instant, un faisceau de lumière a balayé le sol. Je me suis traîné les coudes et les genoux à vif, tentant de m'éloigner de sa voix. Tu croyais que bloquer mon numéro m'arrêterait? Je t'ai surveillé pendant 2 ans, Adrian. Ton profil pro, tes réseaux, ta charmante sœur met encore des j'aime à mes publications. Mon Dieu, je ne me débarrasserai jamais de cette psychopathe, murmurai-je en moi-même, priant pour que cette ex-folle abandonne enfin son manège. J'atteignis enfin la salle de repos et attrapai l'objet le plus lourd que je pus trouver, un thermos en acier. Au moment même où sa lampe m'éclaira, elle éclata de ce rire aigu, fragile. Celui que j'entendais souvent chez moi quand je laissais son téléphone, sonnèrent sans répondre, mais elle finissait toujours par venir. « T'es complètement dérangé. » lui dis-je en tremblant. « Non !» cracha-t-elle. « Ce n'est pas de la folie. Ce qui est fou, c'est d'attendre 5 jours devant ta porte juste pour voir ton visage. Ça, c'est de la dévotion. » Le faisceau lumineux m'atteignit enfin. Elle était là, dans l'embrasure de la porte, un cutter dans une main et la lampe dans l'autre. Ses lèvres rouges s'étirèrent en un sourire malsain en me voyant. Je prépare ça depuis des mois. » Belke, souffla-t-elle en s'approchant. « Tu sais à quel point c'est difficile de contourner la sécurité d'un immeuble?
Ce qu'on fait par amour. Pris de panique, me sentant piégé, je lui lançai la perforatrice au visage et m'élançai en courant, la repoussant brutalement contre le mur. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle rit, comme si elle était fière. Je courus à l'aveugle dans les couloirs plongés dans le noir et me retrouvai dans la salle de réunion. La sortie de secours se trouvait de l'autre côté d'une baie vitrée. Devinez quoi? Elle ne s'ouvrait pas. Il fallait agir. J'attrapai une chaise et la fracassai contre la vitre jusqu'à ce qu'elle explose. Un courant d'air froid s'engouffra aussitôt. Les lumières de la ville scintillaient à travers mes larmes. Et derrière moi, ses pas. « Tu vas où, Adriane ?» Elle se tenait devant la fenêtre brisée en sang. Puis elle essuya la plaie et lécha le sang. 32 étages de chute. Si tu sautes, tu meurs. Si tu restes, on discute. Je reculai jusqu'au bord, les jambes tremblantes. Ce n'est pas une discussion, c'est de la folie. Redek ici, c'est toi qui m'as rendu folle, hurla-t-elle avant de se jeter sur moi. Je n'ai pas décidé de sauter. C'est mon corps qui l'a fait. Un instant, j'étais sur la corniche, le suivant, en chute libre. Le vide entre moi et l'escalier de secours était énorme. Mais par miracle, je n'ai pas basculé dans le vide. Je me suis accroché de toutes mes forces, le métal me déchirant les paumes. Ma jambe a crié de douleur. Quelque chose s'est brisé. Mais je m'en fichais. J'étais en vie. Je me suis évanoui sur le palier et je me suis réveillé à l'hôpital. Véronica avait été arrêtée. La sécurité avait entendu le fracas de la vitre et l'avait capturée. Agression, intrusion informatique, tentative d'homicide, la liste des accusations était longue. Mon patron s'est excusé et m'a supplié de ne pas porter plainte. Il a promis de tout payer. Mais moi, j'avais déjà démissionné. Pas question de remettre les pieds là-bas. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme vendeur dans une boutique. À ce moment-là, j'avais 21 ans et il m'arrivait de couvrir les horaires de nuit. En général, j'avais un assistant avec moi, mais ce n'était pas rare que je passe tout le service seul. La boutique n'était pas très grande et le rythme de travail était assez lent. En fait, je traînais volontairement les tâches pour ne pas me retrouver à court de choses à faire. Et l'expérience terrifiante que je vais vous raconter est survenue durant l'une de ces nuits où j'étais seul, à travailler à un rythme tranquille. Au début du service, j'ai déplacé quelques cartons et commencé à ranger des articles dans les rayons. Rien de très exigeant mentalement. Alors, mon esprit a commencé à vagabonder. Je pensais à tout et à rien, totalement absorbé par mes réflexions, sans faire attention à ce qui m'entourait. J'avais traversé 3 allées, avec les bras chargés de boîtes, sans vraiment m'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un coup frappé à la porte d'entrée me ramène brutalement à la réalité. Au début, je ne l'ai même pas vraiment entendu, tellement j'étais dans la lune. Mais une fois que j'ai réalisé ce que c'était, je me suis senti confus. La personne derrière la porte frappait, si fort que le bruit résonnait dans toute la boutique. J'ai avancé jusqu'au bout de l'allée et regardé par la grande vitre à l'avant. Et c'est là que je l'ai vu, un homme avec un chapeau, immobile devant la porte. Je me suis approché de l'autre côté et lui ai fait comprendre qu'on était fermé et qu'on ne rouvrait pas avant 8 heures du matin. Je lui ai dit à travers la vitre, mais l'homme me fixait simplement, sans répondre. Je me suis dit qu'il ne m'entendait peut-être pas bien à travers la porte, même si j'avais parlé assez fort pour que ma voix traverse le verre. Cependant, je lui ai à nouveau montré l'affiche et lui ai répété que j'étais désolé, mais que nous étions fermés jusqu'au matin. Pourtant, l'homme est resté là, immobile, à me fixer sans dire un mot. Je l'ai observé quelques secondes, espérant une réaction quelconque de sa part, mais comme il ne bougeait toujours pas. J'ai fini par me retourner et je suis reparti. En me dirigeant vers le fond du magasin pour reprendre mon travail, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et je l'ai vu s'éloigner. Puis, j'ai regardé de nouveau devant moi quelques secondes, et lorsque j'ai tourné à nouveau la tête vers l'entrée, il n'était plus là. Je n'avais vu aucun véhicule garé non plus, ce qui me parut étrange. Ce magasin se trouvait en bord de route, assez éloigné de toute zone résidentielle, donc les clients venaient généralement en voiture. Toute cette histoire était pour le moins étrange. Mais j'ai fini par me dire qu'il s'était sans doute simplement trompé d'endroit ou quelque chose du genre. Je suis donc retourné à mes rayonnages et, absorbé par la tâche, j'ai vite oublié l'homme au chapeau. Vers 2 heures du matin, j'étais en train de ranger les produits dans les allées,
prêt à faire ma pause repas. J'ai posé le carton au sol et me suis rendu à la salle de repos, située à l'autre bout du bâtiment. Je suis resté là environ une demi-heure, le temps de manger mes pâtes à la viande. Une fois terminé, je suis retourné vers les rayons. Je marchais dans l'allée où j'étais un peu plus tôt quand j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme avancer lentement entre les rayons, les yeux fixés droit devant lui. Il se trouvait à l'autre extrémité du magasin. Il semblait se promener normalement, comme s'il n'avait pas remarqué ma présence. C'était l'homme au chapeau. Je me suis figé, incapable de bouger alors que la peur me saisissait d'un coup. En tendant l'oreille, je pouvais maintenant entendre ses pas se diriger précisément vers la partie du bâtiment d'où je venais à peine. J'ai immédiatement tourné dans une allée et me suis caché derrière un présentoir. Ses pas semblaient se diriger vers la salle de repos. Mais juste avant que je ne tente de sortir de l'allée pour chercher de l'aide, j'ai entendu ses pas s'accélérer. Il courait à l'intérieur du magasin et il se rapprochait vite. Dès que j'ai réalisé cela, je me suis mis à courir moi aussi, à toute allure, vers l'autre extrémité. J'ai jeté un regard derrière moi et je l'ai vu tourner et se mettre à courir dans ma direction. Une montée d'adrénaline a déferlé dans tout mon corps. Je fonçais aussi vite que je le pouvais vers la porte d'entrée. J'ai sorti les clés de ma poche, les mains tremblantes, tentant de déverrouiller la porte. Et juste au moment où je l'ouvrais enfin pour sortir, j'ai vu par le coin de l'œil un éclat métallique et entendu un bruit assourdissant, un coup de feu, si fort que je ne savais même pas d'où il venait. Mais je courais pour ma vie. L'homme avait disparu quand la police est arrivée. Je suis entré dans le magasin avec les agents. Ils ont trouvé la porte arrière ouverte, avec à côté quelques outils lourds. Mais le plus terrifiant dans leur constatation, c'était le trou de balle, juste à côté de la porte principale, à quelques centimètres à peine de l'endroit où je me trouvais au moment du tir. Vu la nature de l'attaque, et le fait que l'homme n'avait rien volé, à part quelques snacks, la police a supposé qu'il s'agissait probablement d'un toxicomane en pleine crise psychotique. Mon premier jour chez Élégance, un grand magasin de luxe. Et voilà qu'on m'assignait l'organisation du dépôt en sous-sol. Personne ne tient longtemps là-bas. Elle m'avait balancé Gaston, le responsable tout, en me tendant ma feuille de tâche, sans même me regarder dans les yeux. Je sentais déjà que cette histoire n'allait pas être une promenade de santé. Apparemment, les mannequins entreposés dans ce sous-sol mettaient tout le monde mal à l'aise. Et j'allais très bientôt comprendre pourquoi. Le dépôt était littéralement un cauchemar. Imaginez un espace immense, lugubre, avec des lumières qui vacillaient comme dans un film d'horreur. Des étagères s'élevaient jusqu'au plafond, formant des couloirs étroits qui disparaissaient dans le néant et partout. Des mannequins, debout dans les coins, suspendus à des crochets, ou encore démembrés dans des bacs, attendant d'être assemblés. Un tableau désolé. Classe-les juste par section et ensuite par type, m'avait lancé Gaston, déjà presque dans l'escalier, comme s'il avait hâte de fuir. Et essaie de finir, avant la tombée de la nuit. Et puis, comme si de rien n'était, « Ah, et si tu entends des bruits bizarres, n'y fais pas attention. Le bâtiment est vieux. » La porte s'est refermée d'un coup sec, et je jurerais avoir entendu un petit rire. La première heure et demie, je l'ai passée à déplacer des mannequins, essayant d'ignorer leur visage, de résine qui semblait me suivre du regard. La musique d'ambiance du magasin, audible au loin, ne faisait qu'amplifier le malaise entre chaque morceau. Puis je l'ai entendu. Un tapotement, comme des jointures frappant du bois. Toc toc, cela venait d'un recoin sombre. Je me suis figé, tenant un buste de mannequin dans les bras. Bonjour ?» dis-je, la voix hésitante. Silence. Seul mon cœur battait à 1000. Des rongeurs, sans doute, pensais-je. Mais alors, je l'ai vu. Un mannequin, un modèle masculin au visage étrangement réaliste, me fixait depuis le fond du couloir. Mais je l'avais pourtant placé dans la section homme, à l'opposé. Je m'en souvenais parfaitement. Et là, il était. À me guetter. « Je suis sûr de t'avoir déjà déplacé, mon vieux, » murmurai-je en m'approchant. Et puis j'ai remarqué ses yeux. Ils avaient changé. Avant, ils étaient peints, plats. Maintenant, ils semblaient profonds, presque en verre. « Ne flanche pas maintenant, Arturo !» me suis-je dit. Je l'ai soulevé sans regarder son visage et je l'ai replacé à sa place.
Vers le milieu de l'après-midi, j'étais au bord de la crise. Je retrouvais des mannequins dans des endroits impossibles. Un modèle féminin au visage fissuré, près du monte-charge, un modèle enfant perché sur une étagère, si haute que même en rêve je n'aurais pu l'atteindre. Chaque fois que j'en trouvais un, mes mains tremblaient davantage. Pendant ma pause, j'ai appelé Gaston. « Monsieur Gaston, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici en bas. » Il est venu, l'air agacé. Personne d'autre n'a accès aujourd'hui, Arturo. Mais les mannequins changent de place. Moi, ils sont à leur place. C'est l'éclairage qui te joue des tours. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. J'ai compris qu'il savait. Il savait tout. 20h15. L'heure de la fermeture. Les lumières ont commencé à baisser. J'ai accéléré, paniqué à l'idée de rester coincé là. Et soudain, noir complète. Même pas les lumières de secours. J'ai saisi mon téléphone, allumé la lampe torche avec des doigts tremblants. Et là, juste devant moi, le mannequin aux yeux de verre. J'ai tourné la lumière tout autour. J'étais encerclé. Une douzaine d'eux en cercle me fixant. Ce n'est pas drôle. L'ai-je crié? Monsieur Gaston. Rien. Le magasin était fermé. J'étais seul. Ou c'est ce que je voulais croire. J'ai tenté le monte-charge. Hors service. J'ai couru vers l'escalier. Bloqué. Les mannequins alignés obstruaient l'accès. Leurs visages vides semblaient me juger. Ils ne bougent que quand tu ne regardes pas. La vérité m'a frappé comme un coup de poing. Chaque fois que je me tournais, que je clignais des yeux, ils se rapprochaient. Batterie du téléphone, 8%. Je me suis appuyé contre un pilier, bougeant frénétiquement la lumière pour les garder tous à l'œil. C'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je chuchoté? La lumière vacilla, faillit s'éteindre. Et dans ce bref instant, le mannequin aux yeux de verre bougea. Juste la tête, inclinée, en direction d'un coin sombre. Une ombre, une forme humaine. Ce n'était pas un mannequin. C'était Gaston. Désolé Arturo, dit-il en avançant. Ils ont besoin de 109. Toujours. De quoi vous parlez? Et balbutiai-je. Ils m'ont laissé partir quand ils t'ont tu, toi. Il rit, un rire creux. C'était le marché. 20 ans ici en bas à les surveiller. Et enfin, ils ont choisi mon remplaçant. Vous êtes fou, murmurai-je, mais en le regardant dans les yeux. Je compris. Ils étaient en verre, comme des billes. Mon téléphone mourut, obscurité totale. Et puis je l'ai senti, du mouvement, le frottement du plastique sur le béton, des mains de mannequin qui me cherchaient. Ou ne résiste pas. La voix de Gaston, lointaine. Ça ne fait pas mal. Tu deviens juste comme eux, silencieux, observateur, en attente du prochain. Quelque chose de froid m'effleura la joue, des doigts de plastique. Je me suis mis à courir à l'aveuglette, heurtant tout sur mon passage. Des morceaux de mannequin tombant autour de moi. Mes mains ont trouvé une porte, la sortie de secours menant à la ruelle. Je me suis jeté contre elle jusqu'à ce qu'elle cède. Je suis tombé dehors, haletant. Je n'ai pas arrêté de courir avant d'avoir atteint l'avenue principale. Le néon d'élégance brillait au loin. Je ne suis jamais retourné pour récupérer ma paix. Mais parfois, en passant devant des boutiques chics, je regarde les mannequins en vitrine. Et je jurerais que l'un d'eux a le visage de Gaston. Ses yeux de verre me suivent encore. Ils sont patients. Ils peuvent attendre. Et moi, disons que j'ai toujours besoin d'un travail. Mais maintenant, j'y réfléchis à 2 fois avant d'accepter.